Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Une union douanière de la CEDEAO pour janvier 2015 et la réactivation de la monnaie unique pour la sous-région, principale décision des sommets de Dakar où se réunissaient les chefs d'État de l'UEMOA et de la CEDEAO. 20 recommandations issues des États généraux des lotissements sont consignées dans un rapport général. Les assises ont proposé des mesures pour assainir les lotissements. Une nouvelle victoire burkinabé à la 27e édition du Tour cycliste international du Faso. Salfo Bikenga a remporté la deuxième étape courue ce matin entre Yako et Zignari. Ainsi donc, une union douanière de la CEDEAO devrait voir le jour en 2015. C'est la principale conclusion du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté tenu à Dakar. Le sommet a également marqué son accord pour la création d'une monnaie unique sans donner de date précise de son entrée en vigueur. Pour coordonner les activités de chaque volet, des chefs d'État ont été responsabilisés. Reportage à Dakar, Simon Gongo. Les pays de la CEDEAO auront un tarif extérieur commun à partir du 1er janvier 2015. Ainsi en ont décidé les chefs d'État et de gouvernement réunis vendredi à Dakar. Tous les produits qui viennent de l'extérieur de la communauté seront soumis au même tarif dans chacun des 15 pays. En entendant l'union douanière, chaque pays applique ses textes. Pour ce qui est du prélèvement communautaire d'intégration, c'est encore le statu quo. Comme vous le savez, au niveau de la CEDEAO, il y a essentiellement deux prélèvements qui sont opérés. Il y a le prélèvement qui est fait par les États membres de l'UEMOA et il y a le prélèvement qui est fait par les États qui sont membres de la CEDEAO mais qui ne sont pas membres de l'UEMOA. Et les deux catégories de pays utilisent donc des prélèvements qui ont un taux différent. Les pays membres de l'UEMOA prélèvent 1,5%, tandis que les pays non membres de l'UEMOA prélèvent un taux de 0,5%. S'agissant de cette question bien précise, il a fallu dissocier la question du prélèvement de la question du tarif extérieur commun pour pouvoir avancer, parce qu'il y a quelques difficultés. Pour les accords de partenariat économique avec l'Union européenne, la conférence extraordinaire de Dakar demande aux négociateurs en chef de reprendre les négociations pour trouver un accord qui arrange la région. Le président sénégalais Macky Sall a été désigné pour coordonner les négociations. En ce qui concerne la monnaie unique, les présidents et chefs de gouvernement ont marqué leur accord de principe et demandent à la deuxième zone monétaire, les pays hors UEMOA, de converger vers cette intégration. La contribution des institutions et agences monétaires de la région a été demandée et les présidents nigériens et ghanéens sont chargés de la coordination des activités. Pour les questions de démocratie, de sécurité et de paix, la conférence a condamné les attaques au Nord Mali et à Bissau et appelle les partenaires financiers à les soutenir pour contrer la montée du terrorisme. En marge des sommets de la CEDEAO et de l'UEMOA, le Burkina et la BOAD ont signé à Dakar un accord de financement pour le bitumage du tronçon urbain de la Nationale 4. Cette route longue de 4,5 km va coûter plus de 18 milliards de francs CFA, entièrement financée par la Banque ouest-africaine de développement. Simon Gongo. Ces signatures valent 18 milliards de francs CFA. C'est la Banque ouest-africaine de développement qui l'accorde au Burkina pour le bitumage de la section urbaine de la route nationale numéro 4 qui va de l'avenue de la Liberté à l'échangeur de l'Est en passant par l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Une double voie sera construite d'une longueur de 4,5 km avec un mini-échangeur à l'intersection route de Kaya et Fada à côté du parc urbain Bangré-Ouego. C'est une grande voie, une grande route, 2 fois 2 voies, avec un mini-échangeur sur l'intersection, la route, le préalable vers Silmandé. Donc vous imaginez que c'est extrêmement important pour nous, pour véritablement désencourager cette partie-là et faciliter l'accès à l'hôpital Yalgado. Et tous ceux qui connaissent cette partie connaissent bien entendu ce projet-là. La route prévoit aussi des ouvrages d'assainissement, d'éclairage public et de signalisation aussi bien horizontale que verticale. Le président de l'institution financière régionale demande que cet accord signé à l'ambassade du Burkina à Dakar donne une route bien construite et bien entretenue. À la fin des travaux, les usagers devraient disposer d'une route sûre et sécurisée, selon le ministre des Finances.
Dédougou a déjà mis sa montre à l'heure des préparatifs des festivités du 11 décembre 2014. Les forces vives de la région de la Boucle du Moun ont échangé avec le Premier ministre Béyan Luc Ador-Thiaw autour de ces préparatifs en lui soumettant les propositions pour la bonne organisation de la fête de l'indépendance. Reportage Maxime Zongo. Conformément aux souhaits du gouvernement qui veut que les festivités du 11 décembre soient tournantes, c'est la ville de Dédougou, chef-lieu de la région de la Boucle du Moun, qui accueille en 2014 la fête de l'indépendance. Tirant leçon des organisations précédentes, pour 2014, on a choisi d'aller très vite et surtout en impliquant très tôt l'ensemble des acteurs susceptibles d'apporter leur contribution au succès de la manifestation. J'avais effectivement instruit les membres du gouvernement que nous puissions cette fois-ci anticiper et ne pas être obligés de le faire comme cela s'est passé pour les 2 dernières manifestations, l'année même pour réaliser les infrastructures. Donc cette fois-ci, on a commencé tôt et d'ailleurs les problèmes qui ont été soulevés ce matin montrent qu'on a bien fait donc de commencer les échanges dès à présent. Nous allons maintenant peaufiner les différents projets qui sont prévus et j'espère que d'ici fin novembre, on va tenir une autre rencontre pour arrêter définitivement les différents chantiers à réaliser. Fruit de plusieurs réunions, consultations, échanges avec les forces vives de la région et de nombreuses personnes ressources, les projets d'infrastructures à soumettre au gouvernement ont été déclinés par le gouverneur. Et ces réalisations tournent autour des aménagements de voirie, la cité des forces vives, et il y a également des infrastructures culturelles qu'on doit réaliser. On a également soumis à son appréciation d'autres propositions qui sont des propositions de réaménagement de bâtiments et d'aménagement dans les cours à l'intérieur, particulièrement de la résidence du gouverneur, compte tenu de l'événement qui est vraiment un événement très apprécié au niveau de la population. Et tout le monde est dans l'attente en tout cas de participer activement à ce que le 11 décembre 2014 soit une réussite au niveau de la région de la Boucle du Moun. À ce jour déjà, selon les autorités régionales, les sites ont été identifiés. Un chronogramme de sortie pour mobiliser et impliquer les fils et les filles de la région, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, établi. Le chef du gouvernement, qui s'est réjoui de la dynamique interne autour de l'événement, a exhorté la population à maintenir le cap. Le lancement officiel des travaux est envisagé pour début février 2014. Le nouveau gouverneur de la région du Centre-Est a été installé dans ses fonctions vendredi dernier à Tinkodogo. Le colonel Ousmane Traoré remplace à ce poste Aladi Diallo. Le nouveau gouverneur a pris l'engagement de travailler à la paix et la cohésion sociale à travers le dialogue dans une région en proie à des tensions. Reportage Badaniel Kambou. Le colonel Ousmane Traoré, désormais gouverneur de la région du Centre-Est, a été nommé suivant délibération du Conseil des ministres en date du 2 octobre 2013. Cet officier de l'armée burkinabé, de plus d'une cinquantaine d'années, a désormais la charge de coordonner l'action gouvernementale et le développement dans cette région frontalière du Centre-Est. Une mission qui lui vaut des engagements. En prenant la pleine mesure de la charge qui m'est confiée, j'y intègre les exigences et les multiples défis que nous devons nécessairement relever ensemble en vue d'accroître les performances de notre région en matière de développement local. Aussi, je prends l'engagement solennel d'œuvrer sans relâche pour la consolidation et l'extension des acquis que cette région a engagés sous la direction avisée de mes illustres prédécesseurs. Le nouveau gouverneur a également invité toutes les couches sociales de la région à s'investir sans réserve sur les différents chantiers de développement. Pour le gouverneur sortant, la région du Centre-Est est remarquable pour ses atouts en matière de développement, mais aussi pour ses crises et conflits sociaux de plus en plus récurrents. À titre illustratif, il a indiqué qu'entre janvier et juin de cette année, au moins 80 conflits ouverts ont été enregistrés, avec comme bilan 15 morts et 1500 déplacés. Nous devons réussir ensemble, a dit le gouverneur entrant, qui a invité les uns et les autres à plus de dialogue et de compréhension mutuelle.
Les rideaux sont tombés hier sur les états généraux consacrés au lotissement organisé autour du thème « Nouvelles pratiques en matière d'aménagement urbain ». Ces assises ont réuni plus de 500 acteurs impliqués dans la gestion foncière. Un rapport général comportant 20 recommandations a été élaboré par la rencontre et sera soumis à l'appréciation du gouvernement. C'est Sylvestre Da. Les aménagements urbains au Burkina vont connaître bientôt de nouvelles pratiques. Ainsi, en ont décidé à Ouagadougou les 500 acteurs impliqués dans la gestion foncière au sortir des états généraux sur le lotissement. 2 jours de débat dans les commissions thématiques et en session plénière leur ont permis de s'accorder sur des conclusions et recommandations au nombre de 20. L'une des recommandations les plus fortes qu'il faut retenir, c'est aller vers l'informatisation de la gestion des parcelles. Aller vers l'informatisation de la gestion des parcelles implique la mise en place d'un cadastre fiscal. Une autre des recommandations qui a été proposée, c'est lutter contre l'habitat spontané. Les participants recommandent aussi, en outre, l'arrêt des lotissements à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso après l'apurement des passifs, la hausse de la taxe de jouissance, ainsi que l'instauration d'une taxe sur la propriété bâtie et non bâtie, l'accompagnement conséquent de l'État aux communes et aux régions dans la gestion foncière, de la rigueur dans l'application des sanctions prévues pour les cas de dérive. Notre problème, c'est souvent d'appliquer les textes avec beaucoup d'exceptions. Il va falloir que nous appliquions ces textes et ces recommandations sans exception pour nous permettre de sortir de ce marasme, en fait, si on peut l'appeler ainsi, de ces questions récurrentes de lotissement, de ces questions récurrentes. Les 2 jours sont loin d'avoir permis d'épuiser le débat autour de la problématique du développement urbain et de la gestion des opérations de lotissement. Mais avec les résultats des travaux, un nouveau décollage peut être amorcé. Des résultats que les participants s'engagent à s'approprier une fois qu'ils seront approuvés par le gouvernement. L'occasion était belle, effectivement, de pouvoir discuter ensemble et de trouver les solutions idoines par rapport à cette question combien importante pour le développement local. Parce qu'il y a un certain nombre, effectivement, de propositions qui ont été faites qui ne paraissaient pas véritablement être les meilleures et les plus heureuses. Celles-là ont été écartées et celles qui ont été retenues, à notre sens, semblent être véritablement réalistes. Nous-mêmes, nous allons mieux dormir. Parce que pourquoi? Les maires sont trop mal vus. On pense que nous n'avons rien à faire, c'est pas vendre des parcelles. Non, ce n'est pas le cas. Nous l'avons montré ici que ce n'était pas ça. Parce que c'est nous-mêmes qui avons pris ces résolutions. Donc nous avons montré aux yeux du peuple, de la population, que ce qu'ils pensent de nous, ce n'est pas ça. Les acteurs impliqués dans la gestion foncière s'engagent en outre à accompagner le gouvernement dans la mise en place d'un comité de suivi et d'un chronogramme pour la mise en œuvre des résultats issus des états généraux premiers du genre au Burkina. Le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme ne se contente pas seulement de trouver des réponses à la question épineuse des lotissements. Il écrit aussi, Yacouba Bari vient de mettre à la disposition des usagers un document spécialisé d'une centaine de pages pour contribuer à la visibilité et à la lisibilité du secteur de l'habitat. Reportage Maxime Zongo. La publication d'un tel ouvrage, selon ses initiateurs, répond à un besoin de valorisation et de crédibilisation du secteur de l'habitat et de l'urbanisme au Burkina. Ce document d'une centaine de pages est un catalogue qui rassemble les différentes facettes du secteur urbain burkinabé. Après le premier numéro, nous avions estimé qu'il fallait donc repartir pour produire des documents scientifiques qui deviennent comme un organe, pas un organe de liaison du ministère, mais un organe scientifique qui permettra, ou en tout cas à ceux qui auront la chance de le parcourir, de connaître un peu les multiples facettes du secteur de l'habitat et de l'urbanisme au Burkina. Des photos expressives qui marquent l'évolution des villes permettront aux lecteurs de revisiter l'histoire et le processus d'urbanisation au Burkina. Également dévoiler des informations utiles, notamment des éléments contenus dans l'acte de bâtir, la réglementation en vigueur dans notre pays. Ce document, selon le parrain, le ministre de la Communication Alain-Edouard Traoré, est tout simplement la clé qui vous facilitera une compréhension du secteur transversal de l'habitat et de l'urbanisme. La journée des Nations Unies a été célébrée le 24 octobre pour marquer l'entrée en vigueur de la charte de l'ONU au Burkina. Cette journée a été commémorée en partenariat avec le corps diplomatique et le gouvernement. Le temps fort de cette célébration a été sans contexte la soirée donnée par le système des Nations Unies à l'occasion de la 68e année de l'Organisation mondiale. Peggy Wedraogo.
68 ans au service de la paix, du développement et des droits humains, c'est ce que fête ce 24 octobre l'Organisation des Nations Unies, ONU. Cette soirée, qui s'est voulue sobre mais conviviale, a servi d'occasion pour rappeler le contexte dans lequel est commémorée la journée dédiée aux Nations Unies. En effet, à 2 années du deadline pour l'atteinte des OMD, nombreux sont les défis qui restent à relever. Sur le plan national, les efforts du Burkina Faso dans divers domaines ont été reconnus. Le thème que nous avons choisi localement, c'est le renforcement de la résilience, parce que dans le cadre de l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, parce que nous avons vu que même si on est encore en train de faire beaucoup d'efforts, nous sommes souvent, ces efforts sont souvent contrariés par les chocs multiples qui existent, et certains chocs, il faut pouvoir y répondre, il faut trouver les moyens de rebondir. Et au rebond, le système des Nations Unies s'est compté sur l'État burkinabé. Le représentant du patron de la cérémonie, le ministre d'État chargé des Affaires étrangères, a du reste réitéré l'engagement du Burkina Faso aux idéaux des Nations Unies. Le gouvernement et le peuple burkinabé voudraient vous réitérer leur gratitude pour l'appui constant que vous leur apportez au quotidien et vous renouveler leur disponibilité à vous accompagner dans l'accomplissement de vos missions respectives. De son côté, le secrétaire général de l'ONU, dans son adresse rapportée ici par le coordonnateur résident, encourage les États mais aussi tous les acteurs à respecter les principes fondateurs de l'organisation. C'est ainsi que la paix, le développement et le respect des droits de l'homme seront les valeurs les mieux partagées dans le monde. Le bureau régional de l'UNESCO pour l'Afrique de l'Ouest et les structures centrales des ministères en charge de l'éducation nationale sont en concertation à Koudougou. Il s'agit de finaliser la stratégie de communication pour le renforcement des capacités pour l'éducation pour tous. Estelle Judith Assogba, reportage depuis Koudougou. Le bureau régional de l'UNESCO pour l'Afrique de l'Ouest veut apporter sa contribution au développement du système éducatif burkinabé. Cette institution internationale se propose d'intervenir sur la question de l'enseignement à travers son programme CAPEFA, le renforcement des capacités pour l'éducation pour tous. Mais en fait, c'est la question enseignante qui est traitée dans ce projet à travers plusieurs éléments. Pour le Burkina, il y a 4 groupes thématiques. Il y a le groupe thématique chargé de la révision curriculaire, donc les curricula de formation. Il y a un groupe thématique chargé de la planification et l'évaluation de l'éducation et un autre groupe qui est chargé de la formation des enseignants. Vous savez que c'est très important qu'on ait des enseignants bien formés et de qualité. Et cette formation également pose la question aussi de, la valorisation du métier d'enseignant. Et enfin, le groupe de la communication. À Koudougou, le bureau régional de l'UNESCO pour l'Afrique de l'Ouest et les responsables des structures centrales des 2 ministères en charge de l'éducation au Burkina Faso se penchent sur l'un des 4 groupes thématiques qui composent ce programme, le volet communication. Il s'agissait donc de faire l'état des lieux. Quels sont les problèmes de communication que l'on rencontre dans ce ministère-là et quelles sont les solutions qu'on peut apporter par la communication dans le cadre donc de ce renforcement des capacités des enseignants. Nous allons mettre en œuvre une stratégie de communication interne au département, mais externe également. Comment est-ce que les ministères vont communiquer avec leurs structures décentralisées et déconcentrées, avec les partenaires techniques et financiers. D'ailleurs, aussi, ils avaient demandé par exemple, qu'on crée une base de données sur l'éducation au niveau donc, de l'information sur l'éducation. Ils se sont donné 48 heures pour finaliser et valider la stratégie de communication de ce programme. Une séance de travail qui permettra à ces acteurs du système éducatif d'élaborer un plan de communication et de veiller à sa mise en œuvre. Un atelier de formation en technique de communication au profit des partenaires du projet d'appui à la mise en œuvre du cadre intégré renforcé est organisé par le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat. Il concerne les journalistes et les communicateurs des différents ministères, de la société civile et des institutions financières. Jonas Wemba, Sylvestre Da. Cette formation a pour but de fournir aux participants les informations capitales sur le rôle de la communication dans la mise en œuvre du programme cadre intégré renforcé au Burkina Faso. Il s'agit de mieux les outiller sur les techniques de communication et de plaidoyer, d'où l'importance de connaître les objectifs et les enjeux du cadre intégré renforcé. Au niveau des instances du cadre intégré, nous avons un service communication
qui montre sa méthodologie, sa manière de présenter les choses afin que les activités soient visibles. Et nous avons pensé qu'il était bon que le responsable de la communication qui est venu de Genève puisse partager ses compétences avec non seulement les acteurs des médias, mais également les responsables de communication au niveau des ministères pour que nos partenaires qui sont ces structures-là puissent avoir la vision du cadre intégré en matière de communication. Le projet d'appui à la mise en œuvre du cadre intégré renforcé est dans sa phase d'implantation au Burkina. Il vise à développer et renforcer les capacités institutionnelles nécessaires en matière de formulation et de mise en œuvre des stratégies liées au commerce. C'est primordial pour le cadre intégré renforcé de pouvoir engager ses partenaires, engager ses parties prenantes et montrer les résultats que le programme amène. Sans l'appui des parties prenantes au niveau national, le programme n'a pas raison d'être. Le cadre intégré renforcé est le principal mécanisme par lequel les pays en développement accèdent à des ressources additionnelles dans le cadre de l'aide pour le commerce. Et le Burkina a adhéré à ce programme en 2005. La deuxième conférence africaine sur la régulation et l'économie des télécommunications CARET s'est achevée hier à Ouagadougou. À l'occasion de cette rencontre, le monde académique a été associé aux différents débats à travers des études menées sur les transformations induites par les télécommunications dans la société. Adama Koulibaly. Réunis depuis le 22 octobre dernier, les participants venus de plus de 20 pays ont essayé d'accorder les violons sur les mécanismes de régulation des télécommunications en Afrique. C'est ainsi que des technologies dans le secteur des télécommunications, la qualité des services fournis, en somme le fonctionnement des opérateurs, ont été passés au peigne fin. Le rôle de la régulation étant surtout de protéger les consommateurs, mais aussi les intérêts des opérateurs et des États, le président de l'ARCEP nous situe sur la situation au Burkina où des opérateurs avaient été sanctionnés en 2012. Le processus est en cours. Nous sommes à la deuxième étape du processus de sanction. La première étape, les opérateurs ont été sanctionnés à 1% de leur chiffre d'affaires. La deuxième étape, ils seront à 3%, ils seront sanctionnés à 3% de leur chiffre d'affaires. Et la troisième étape, bien sûr, nous allons proposer au gouvernement de prendre ses responsabilités. L'innovation cette année, c'est la présence du monde académique aux côtés des professionnels des télécommunications. Le numérique, les télécommunications sont des facteurs qui transforment assez sensiblement le monde actuel. Il y a de plus en plus de monde sur les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de monde qui utilise la téléphonie mobile de façon extrêmement importante. Et donc le monde académique tente d'analyser les facteurs de ces mutations, la façon dont les gens les utilisent, les transformations économiques qui sont associées à tous ces nouveaux dispositifs techniques. Fini donc pour la deuxième CARET qui a enregistré un nombre record de participants par rapport à la première édition et rendez-vous est pris pour 2015. Une étude de l'UNESCO sur l'inclusion des personnes vulnérables s'est déroulée au Burkina. Cette étude menée pendant 4 mois était au centre d'un atelier de validation mercredi dernier à Ouagadougou. 9 ministères ont été concernés par cette étude, citant entre autres l'action sociale, la promotion de la femme et l'éducation nationale. Reportage Evelyne Dabiré. Cette étude validée et ses recommandations remises au ministre des Enseignements secondaires et supérieurs, président de la Commission nationale pour l'UNESCO, et à celui de la promotion de la femme et du genre, font état des niveaux d'inclusion sociale des personnes vulnérables dans les politiques publiques du Burkina Faso. L'étude qui a été menée à Zignaré, Ouagadougou et Komsilga montre une méconnaissance et une non-application des normes en faveur des personnes vulnérables. L'exemple par exemple de la carte pour les personnes vivant en situation de handicap, lorsque se présentent dans certains centres de santé avec cette carte-là, il y en a qui disent on ne sait même pas ce que c'est et on refuse de leur accorder le soin tel que c'est prévu par les dispositions réglementaires. Au Burkina Faso, il est clair qu'il existe une volonté manifeste d'inclure socialement les groupes vulnérables. Maintenant, il y a aussi que l'effectivité de ces textes-là et de ces politiques se heurte à certains écueils. Certains écueils qui sont parfois des limites budgétaires, certains écueils qui sont parfois liés au fait que les textes eux-mêmes sont rédigés dans des langues que les populations ne comprennent pas. Suite à ces constats, les recommandations visent à améliorer les textes existants en vue de mieux insérer les personnes vulnérables dans les sociétés. Par rapport à ces textes,
qui sont entre autres l'allègement des conditions d'octroi des bourses pour ces personnes vulnérables, le relèvement de l'âge limite au concours, les taux particuliers pour le transport en commun. Le ministre des Enseignements secondaires et supérieurs promet. Nous pensons nous-mêmes, ministre des Enseignements secondaires et supérieurs, nous avons un recrutement en vue, que nous puissions en tout cas travailler à ce qu'il puisse y avoir un certain quota supplémentaire, en tout cas un minimum de quotas assurés, dans le cas où ces candidatures-là venaient effectivement à être déposées. Cette étude diligentée par l'UNESCO concerne 3 pays de l'Amérique latine, 3 de l'Orient et 3 de l'Afrique qui sont le Burkina Faso, le Niger et le Sénégal. Elle fait suite aux conclusions du Sommet mondial pour le développement social tenu en 1995 à Copenhague, qui interpelle tous les pays à la construction des communautés basées sur une justice sociale. Ouagadougou a abrité cette semaine une rencontre du groupe de travail pour la protection de l'enfance. Les participants ont pu planifier les actions du groupe avec ses partenaires pour une meilleure compréhension des droits et devoirs des enfants. Moussaki, Karim Patrick Namono. La protection des enfants par la promotion de leurs droits, voici le challenge du groupe de travail pour la protection de l'enfance GTPE. Pour relever le défi, le groupe réunit ses alliés qui sont les acteurs agissant pour le bien-être de ces êtres fragiles. Ensemble, ils devront planifier des actions pour mieux faire connaître les droits et les devoirs des tout-petits. Le travail du groupe d'apprentissage des programmes GAP nécessite une meilleure compréhension des faits et un bon dispositif de recherche et de collecte de données, une étape qui va permettre de prendre des décisions plus adéquates pour la protection de l'enfance au Burkina Faso. La réalisation effective de ces actions devra permettre au groupe de travail pour la protection de l'enfant GTPE de mieux élaborer son plan triennal 2013-2016. Un plan qui inscrira comme priorité la recherche de fonds et la mise en œuvre de plaidoyers et de formations dans l'optique de mieux protéger les tout-petits. La journée du riz des Cascades s'est déroulée lundi dernier à Boulo, commune rurale de Tiefora, dans la Comoé. Cette journée avait pour objectif de souligner la contribution du riz dans la recherche de la sécurité alimentaire au Burkina. C'était également un cadre de présentation des innovations en matière de technologie, de production et de post-récolte. Moumouni Baro. C'est parti pour la moisson du riz dans la région des Cascades. Ainsi, le temps vient d'être donné ici à Boulo, dans la commune rurale de Tiefora, par le ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire. Et l'organisation de cette journée du riz dans les Cascades vise à soutenir la production de cette céréale et à promouvoir sa consommation. Je pense que le riz aujourd'hui constitue un produit qui rentre dans nos habitudes alimentaires, surtout en ville, mais aussi davantage les campagnes. Donc avec une consommation moyenne de 21 kg par personne et par an, donc on ne peut plus dire que ce produit est marginal. Il y a peut-être une dizaine d'années, la production nationale de riz couvrait à peine les 15% donc des besoins donc la population en riz. Aujourd'hui, grâce aux stratégies mises en œuvre, la production nationale arrive à couvrir donc les 50% des besoins de la population en riz. Pour amener les populations à moderniser la production du riz, des nouvelles technologies leur ont été présentées, des outils susceptibles de réduire désormais la pénibilité du travail. Nous sommes en train d'essayer dessiner et puis importer quelques machines pour mécaniser la culture de riz au Burkina. Pour la présente campagne, ce sont 138 000 hectares qui ont été emblavés avec une production attendue d'environ 335 000 tonnes de riz. À cet effet, il a été rappelé aux producteurs la volonté du gouvernement de reconstituer le stock de sécurité par l'achat du riz à travers la SONAGES. Ouvrons à présent une page culture et sport. C'est parti pour le festival sport et culture de Ouagadougou, FESCO édition 2013. Pendant 4 jours, la cité de Nabakango va vivre au rythme de la 11e édition. Une vingtaine de troupes prennent part à la présente édition. Reportage Christophe Ilboudou. C'est parti pour la 11e édition du FESCO, le festival sport et culture de Ouagadougou. 4 jours durant, une vingtaine de troupes, dont 3 de la diaspora ivoirienne et une du Mali, vont se mesurer sous les regards des spectateurs et du jury.
Cette 11e édition est placée sous le thème « Valorisation culturelle et promotion de l'habitat et de l'urbanisme ». À travers ce thème, le FESCO prône l'adaptation de la culture à l'urbanisation. De plus en plus, sur le plan des études architecturales, nous poussons un peu les concepteurs à s'inspirer de nos traditions culturelles. Si vous regardez au niveau de la région du Nord particulièrement, déjà le bâtiment administratif que nous sommes en train de construire s'inspire du style soudano-sahélien. Si vous allez dans des régions comme le sud-ouest, comme on vous a dit, les gens avaient déjà leur propre architecture. Vous allez dans la région Gouroussi, vous voyez par exemple le style architectural qui est utilisé. Il y a même certaines personnes qui l'utilisent pour faire des restaurants à Ouaga. Donc en s'inspirant de nos traditions, de nos aspects culturels, vous pouvez par exemple valoriser les matériaux locaux qui sont des produits très très nobles dans la réalisation donc des bâtiments. En plus des disciplines traditionnelles du FESCO que sont le liwaga, le football, le cyclisme et les jeux de société, s'ajoutent la boxe, le volleyball et le handball. Je rends grâce à Dieu dans la mesure où j'ai toujours eu l'accompagnement des frères qui nous ont accompagnés à faire en sorte de faire de ce FESCO un succès. Nous avons ajouté le volley, le basket, le handball et également aussi la boxe pour cette édition. Cette édition du FESCO connaît quelques difficultés, mais le comité d'organisation est satisfait. Depuis pratiquement un mois, on essaie de mettre tout en ordre et à chaque fois il fallait revoir les scénarios pour que toutes les activités s'impliquent pour être tenues en 5 jours comme on le voit. Mais Dieu merci, avec le soutien, avec l'abnégation des membres du comité d'organisation, tout est mis en œuvre pour que ça soit une belle fête. La place de la nation de Waiguia est animée et grouille de monde durant ce festival. Il sera couronné dimanche par la nuit de la chanson pour la paix. L'armée burkinabé en miniature à la place de la nation dans le cadre des festivités de leur 53e anniversaire. Les forces nationales ont organisé des journées portes ouvertes. Cette manifestation a permis à la population de mieux découvrir l'armée nationale. Ces journées ont pris fin aujourd'hui sur des notes de satisfaction. Ousmane Drabo, Maxime Zongo. La Grande Muette s'ouvre au public. Des chars, des fusils d'assaut, des transmetteurs, de la documentation et autres prestations de services étaient en pleine exposition ce samedi 26 octobre à la place de la Nation ici à Ouagadougou. L'initiative est saluée et certains visiteurs en quelques minutes en ont eu l'occasion de ressembler à des militaires. Moi-même, je n'arrive pas à savoir comment eux ils portent ça parce que c'est tellement lourd. Tu ne peux même pas porter ça marcher à 1 km. Mais ils arrivent à le faire, je les félicite et je les encourage à faire plus que ça. J'ai vu qu'il y a différentes sortes d'armes, il y a des mortiers, des missiles. Et quand j'ai vu ça, ça m'a beaucoup plu. Au nombre des prestations figurent également des consultations dentaires et ophtalmologiques offertes gracieusement. Je suis venue pour me faire consulter, j'ai des problèmes dentaires, donc j'ai pu me consulter, tout ça grâce à l'armée militaire. Je remercie beaucoup l'armée. Certains avaient besoin juste de conseils dentaires pour que leur état de santé aille mieux. Certains aussi avaient besoin d'être orientés, puisqu'ils avaient des maladies plus sérieuses, pour être pris en charge au niveau chirurgical. Ces journées portes ouvertes JPO visent essentiellement une cohésion entre l'armée et la population. Une cohésion qui permettra de faire face aux défis de la sécurité régionale, réflexion principale de ce 53e anniversaire des Forces armées nationales. Le sport sera l'un des éléments majeurs du 53e anniversaire des Forces armées nationales. Hier, le chef d'état-major général des armées a procédé au lancement de la Coupe du ministre de la Défense en volleyball au Palais des Sports de Waiguia. Résumé de la cérémonie d'ouverture avec Richard Yamego. Pompiers en rouge et bleu et l'armée de terre tout de gris vêtu. Il y avait aussi le match des supporters dans les tribunes. De part et d'autre, on n'a pas économisé ses forces pour pousser son équipe vers la victoire. Sitôt après la cérémonie officielle de lancement de la Coupe du ministre de la Défense et des anciens combattants, les protagonistes du jour se sont mis en relief. Précisément l'armée de terre qui annonce les couleurs en enlevant les 2 premiers sets. Sursaut d'orgueil au 3e set, ils font de la résistance pendant le 4e set, mais quelque part,
le match était armée de terre. D'une frappe d'un ton rageur, l'armée de terre conclut la rencontre sur la note de 3-7 à 1, soit 25-22, 25-17, 10-25 et 25-23. Les deux équipes étaient quasiment d'égale valeur, mais il n'y a que l'armée de terre a fait preuve de plus d'engagement, de plus de courage et de plus de détermination. Donc, ce qui a fait que le match a d'ailleurs duré puisque le score est de 3-7 à 1. C'est un tournoi qui vise à amener la cohésion, consolider les liens entre les forces de défense et de sécurité. Deuxièmement aussi à découvrir certains talents pour les clubs de l'élite sportive, de l'Union sportive des forces armées. En levée de rideau, les anciens volleyeurs civils et militaires ont agrémenté l'après-midi des invités à l'ouverture du tournoi de la Coupe du ministre de la Défense. Match joué sur un set gagnant et enlevé par les hôtes des militaires sur la note de 25 à 20. Vous l'aurez rectifié, le lancement de la Coupe du ministre de la Défense en volleyball a eu lieu au Palais des Sports de Ouagadougou. Cyclisme, la deuxième étape du Tour cycliste international du Faso s'est courue ce matin entre Yako et Zignaré. Longue de 142 km, elle a été remportée par Salfo Bikenga de l'équipe du Burkina. Salfo Bikenga s'est imposé au sprint au bout de 3 heures, 34 minutes 46 secondes, signant ainsi sa deuxième victoire en autant d'étapes. Reportage Modeste Ouedraogo. Et de 2 pour les étalons du Burkina Faso. Salfo Bikenga félicité par ses encadreurs et les siens. La joie et l'émotion se mêlent à la grande satisfaction dans le camp burkinabé. Cette deuxième victoire d'étape de suite est le fruit d'un coaching gagnant de l'encadrement technique. Les consignes ce matin, c'est surtout gérer la course. Nous avons 3 équipes en présence. Et connaissant maintenant les équipes en place et les forces, c'était gérer surtout les maillots jaunes. Et c'est là que vous avez vu l'équipe C qui était devant, qui contrôlait bien la course. Il y a eu beaucoup d'attaques et il y a eu beaucoup d'annulations. Et pourtant, les adversaires directs du Burkina Faso dans la conquête du maillot jaune sont redoutables. Le néerlandais Florian Smith et le Camerounais Yannick Lonssi sont respectivement 3e et 4e à 31 et 43 secondes du maillot jaune au classement général au temps. Il faut donc une bonne stratégie pour conserver le maillot jaune. 63 cyclistes sur la ligne de départ à Yako pour une distance de 142 km. La caravane s'ébranle donc vers Zignaré. Dans le peloton, chacun tente son coup sans véritable succès. Les essais d'échapper se multiplient jusqu'au premier sprint intermédiaire à Boussé. Serge Hers de l'Allemagne bande ses muscles et s'impose. Après le sprint, 4 hommes décident de secouer le peloton. Abdoulaziz Nikema du Burkina Faso, Abdel Bassat Anak de l'Algérie, Yves-Roger Ngué du Cameroun et Marcel Wouters de la Hollande. Ils creusent même un écart de 15 secondes, mais l'échappée est très vite annulée. Tout est à refaire. Quelques kilomètres plus tard, Aruna Ilboudo du Burkina Faso et Abosolo Clovis Kamsong du Cameroun forcent compagnie au peloton et prennent une avance de 35 secondes, 1 minute, puis 1 minute 50 secondes d'écart. Tout naturellement, les 2 hommes de tête se disputent le deuxième point chaud à Barma. Aruna Ilboudo du Burkina Faso s'impose au sprint. Derrière, la chasse est ouverte, mais les 2 hommes de tête ne sont pas aussi dangereux, donc pas d'inquiétude pour le maillot jaune. Au 3e sprint intermédiaire, Aruna Ilboudo traverse en solo la ligne d'arrivée suite à une panne du Camerounais. Le peloton roule à vive allure et la question que l'on se pose, Ilboudo sera-t-il au rendez-vous à Zignaré? À la sortie de Ouagadougou, la jonction est faite et le peloton se regroupe à moins de 30 km de l'arrivée. À l'entrée de Zignaré, nouvelle échappée. Bang Bazidouemba de Burkina Faso, Arjan Hoffman de la Hollande et Raoul Hervé Mba du Cameroun. Nouvelle annulation également. La jonction est rapidement faite grâce au maillot jaune Issaka Kabré. Les rouleurs cèdent donc la place aux sprinteurs pour l'explication finale. Salfo Bikenga s'impose en 3 heures, 34 minutes, 46 secondes. Vitesse moyenne, 39 km 841. Florian Smith est 2e,
Abdulaziz Nikema complète le podium. Le maillot jaune reste toujours sur les épaules de Issaka Cabré, le Gorkorcé national. Le maillot vert est récupéré par le néerlandais Florian Smith. Aruna Ilboudo prend le maillot de la combativité. Aziz Nikema pour le meilleur jeune. Quand on regarde la jeunesse des coureurs, c'est des noms qu'on ne connaissait pas il y a 5 ans. Ça veut dire que la relève aussi est assurée. Mais surtout, je voudrais vous dire que je suis particulièrement heureux. C'est la toute première fois qu'après Yako jusqu'à Zignaré, une victoire d'étape et vraiment revient au Burkina Faso. Prochaine étape, Koulbilatin-Kodougou, 137 km 600. Les victoires des Burkinabés ont été construites selon un scénario presque parfait à cette 27e édition du Tour du Faso. Mais il ne faut pas crier victoire finale très tôt car les étalons restent dans la ligne de mire de leurs adversaires, surtout les Hollandais et les Ivoiriens. Victorien Marienne. Au regard de la configuration du peloton de la 27e édition du Tour cycliste international du Faso et des forces en présence, les étalons cyclistes qui se sont montrés inattaquables d'entrée de compétition auront fort à faire les prochains jours avec les Hollandais et les Ivoiriens, très en vue à chaque étape. En l'absence des équipes françaises et autres belges, Global Cycling Team de la Hollande prend ses marques kilomètre après kilomètre. Les coureurs qui signent leur première participation au Tour du Faso sont sur les traces de leurs devanciers et vainqueurs de l'épreuve, tels Jos Lechtenberg et Martin Chalingui. Premier dans la Tour de Faso. Et moi, quatrième, et mon quatrième pour moi, et le coureur premier. Hier, 3 et 8, so 2 personnes, et le top 10, so très content hier. Et maintenant, petit premier. Mon équipe est bon, un bon courage peut-être. La jeune génération est conduite à ce Tour du Faso par un certain Florian Smith, classé 3e à l'étape d'hier et 2e à celle du jour. Conséquence, Florian Smith est le nouveau porteur du maillot vert et à 21 secondes du maillot jaune. À un cran en dessous, les éléphants de Côte d'Ivoire, légendaires rivaux des étalons, n'ont pas encore dévoilé leurs ambitions. Issaka Cissé, 22 ans, le nouveau roi de la petite reine ivoirienne, 11e meilleur cycliste africain francophone au dernier jeu, se présente comme un concurrent de gros calibre. Il occupe le 5e rang au classement de la 2e étape et à 36 secondes du maillot jaune. L'année dernière, c'est vrai, on a été bien, mais on veut juste améliorer juste un peu encore pour voir comment les trucs vont aller avec. Parce qu'on a... Avant-hier, on est venu, on était très fatigué, on est venu très tard aussi, donc on a encore la fatigue, mais on va donner ce qu'on peut faire. Donc, actuellement, on ne sait pas comment ça va se dérouler, mais on essaye de bien courir jusqu'à la fin du tour. Donc on verra comment ça va se passer. Pour l'heure, les étalons cyclistes sont maîtres de la situation et dans tous les cas, ils possèdent plusieurs cordes à leur arc. C'est la fin de cette édition. Restez en compagnie de la RTB pour suivre dans quelques instants la deuxième demi-finale de l'émission de variété Faso Academy. Bonne soirée à toutes et à tous.